Salut Joël, premier épisode de notre podcast Enfin aujourd'hui. Enfin, lancé. On a reçu Dr Catherine Abel, médecin spécialiste en santé publique, en médecine préventive. Vraiment, on a eu une discussion incroyable. Moi, j'ai adoré. Catherine, je pourrais parler des heures avec elle. Je trouve qu'elle est spontanée, elle est intelligente, elle est vive d'esprit. Très généreuse vraiment, aussi dans ses explications, dans ses connaissances en santé publique. Absolument. Puis, sa connaissance holistique de la santé en général lui permet de rebondir sur un tas de sujets. C'est pas des recommandations, c'est pas nécessairement des conseils cliniques qui sont donnés, mais ça permet de piquer la curiosité, de partir dans une phase réflexive sur sa propre santé, voir comment on peut améliorer les choses, s'enlever de la pression aussi. Ça m'a fait du bien, cette discussion-là. Ça m'a permis, personnellement, de m'enlever un peu de pression, de normaliser, de réaliser à quel point la santé, c'est pas nécessairement toujours d'atteindre les plus hauts standards super élevés en termes d'habitudes de vie. Donc, j'ai vraiment aimé notre discussion. Puis, ça me donne juste le goût de l'accueillir de nouveau pour forer davantage sur différents sujets de façon plus spécifique. Absolument. Puis moi, je suis aussi impressionnée du nombre de thématiques qu'on a abordées à travers cet épisode-là. La performance, notamment, des sujets qui, je pense, nous intéressaient de base. Le temps d'écran. Je ne savais même pas que c'était une habitude de vie. Exact. L'impact de la sédentarité. On se rend compte parfois qu'on a l'impression qu'on a des bonnes habitudes de vie ou qu'on bouge suffisamment, mais finalement, on est peut-être plus sédentaire que ce qu'on croyait au départ. Là. Tout à fait. Donc, j'espère que les gens vont avoir autant de plaisir que nous à écouter notre discussion. Mais moi, ça a vraiment été un coup de cœur. Je trouve qu'on a démarré en Lyon avec Dr Abel. Donc, on se lance. Bonne écoute. Discussion de corridor est un balado qui vous plonge dans les coulisses du monde de la santé et des services sociaux. Ici, les discussions sont riches et vous ouvrent sur de nouvelles perspectives. À travers des entretiens francs avec des experts, des praticiens et des usagers, nous explorons les réalités diverses qui nous touchent toutes et tous comme êtres humains. Préparez-vous à plonger dans un univers sans frontières où chaque sujet est exploré en profondeur. Voici Discussion de corridor, le balado. Docteur Catherine Abel, médecin spécialiste en santé publique, médecine préventive, merci d'être au balado avec nous aujourd'hui pour discuter avec nous d'habitudes de vie. Donc, quoi de mieux qu'un médecin en santé publique pour discuter de l'impact de nos habitudes pour le meilleur et pour le pire sur notre santé globale? Catherine, peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours, de ce qui t'a amené en santé publique? Ben oui, merci de me recevoir. Moi, c'est ça, j'ai choisi la médecine de santé publique puis la médecine préventive parce que quand j'étais en clinique, là, comme médecin clinicien, je trouvais ça vraiment frustrant de voir tous les obstacles auxquels les patients font face là, dans le contexte de leur maladie. Puis souvent, j'avais l'impression de recommencer à chaque personne, répéter les mêmes choses, toujours voir les mêmes enjeux qui se répétaient d'une personne à l'autre. Puis je me disais, il y a sûrement quelque chose à faire au-delà de nos patients, un après l'autre. Puis c'est comme ça que j'en suis arrivée à m'intéresser à la médecine préventive puis à la santé publique. Parce que c'est vraiment une spécialité où on s'intéresse aux enjeux dans la population. Donc, à la fois en prévention des problèmes de santé, mais aussi sur tous les impacts des éléments de notre vie qu'on appelle les déterminants de la santé. Donc, le revenu, l'éducation, le transport, l'aménagement du territoire, tous ces grands enjeux-là qui façonnent un peu notre santé puis notre vie. Donc, pour moi, il y avait vraiment beaucoup d'intérêt à aller travailler en amont sur des enjeux plus structurants. C'est comme ça que j'ai choisi cette spécialité-là. Donc, j'ai fait ma médecine à l'Université de Sherbrooke, puis j'ai fait ma spécialité à l'Université de Montréal, puis après, je suis allée me spécialiser en Nouvelle-Zélande dans un domaine particulier sur les inégalités sociales de santé en lien avec les populations autochtones. Donc, vraiment des sujets que je peux ramener aujourd'hui là, dans ma pratique en santé publique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On t'accueille aujourd'hui pour parler d'habitudes de vie. Pour casser la glace, peux-tu nous définir un peu ce qu'est une habitude de vie? C'est quoi la différence entre un comportement sporadique et une habitude de vie? Puis quelles sont les grandes catégories ou les grandes habitudes auxquelles on s'intéresse davantage? Mais quand on parle d'habitude de vie, là, c'est vraiment un concept qui vient, en fait, ça vient spécifiquement d'un rapport de 1974 qu'on a
on a commencé à décrire l'impact des habitudes de vie sur la santé. C'est le rapport Lalonde. Donc, c'est un rapport canadien qui a influencé après beaucoup des travaux qui ont été faits dans le monde, là, jusqu'à l'OMS, là, sur cette réflexion-là de c'est quoi des habitudes de vie. Puis, on parle vraiment de comportements qui ont un impact significatif sur la santé. Les grandes catégories, là, traditionnellement, qu'on va aborder, c'est vraiment l'alimentation puis l'activité physique. Mais avec le temps, on a ajouté là, d'autres catégories spécifiques comme le sommeil, les écrans, tout récemment, là, qui prennent beaucoup de place et qui sont très préoccupants, mais aussi d'autres habitudes comme toutes les habitudes de vie liées à la sexualité, puis les habitudes de consommation. C'est sûr que le tabac, dans les années 70, c'était vraiment un enjeu prioritaire. Ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est sûr que ça, c'était la substance là, consommée qui avait le plus d'impact sur la santé de la population. On en parlait énormément. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs types de substances qui peuvent avoir un impact. Donc, ça aussi, c'est une habitude de vie. Par contre, quand on parle vraiment du terme « saines habitudes de vie », on en revient toujours un petit peu au grand fondement, alimentation saine et activité physique là, comme sujet prioritaire. Tu parles d'activité physique. Quelles sont les recommandations? Est-ce qu'il y a un barème, des paramètres là, sur lesquels on pourrait se fier pour faire suffisamment d'activité physique ou savoir qu'on est du moins dans la bonne voie des habitudes de vie en termes d'activité, de sport? En activité physique, il y a effectivement des recommandations, puis les recommandations sont spécifiques pour l'âge. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer combien de minutes là, par catégorie d'âge, mais je pense que ce qui est vraiment intéressant récemment, c'est qu'on est un peu sorti là, de « il faut atteindre tel objectif au niveau de l'activité physique », mais on essaie plus de promouvoir une réflexion sur la globalité de notre mode de vie, puis à quel point on est en mouvement sur un 24 heures. Moi, j'adore cette idée-là, là, d'être en mouvement sur 24 heures, parce que je pense que c'est vraiment le problème de nos sociétés actuelles, c'est qu'on segmente tout. Hein? Mm-hmm. Non, pardon. Dans le fond, c'est comme on fait de l'activité physique le matin, on va jogger, puis après ça, on a notre journée de travail, puis après ça, c'est les commissions, le souper, le dodo, coucher les enfants, puis c'est fini. Mais c'est pas vrai que l'activité physique, c'est ça. C'est pas juste un moment dans ta journée. C'est pas ça nécessairement qu'il faut voir comme étant l'habitude de vie. Quand on pense à mouvement sur 24 heures, bien, on pense à, oui, le jogging le matin, donc l'activité physique en tant que telle, mais aussi c'est quoi nos autres opportunités pour être actifs? Donc, vraiment un mode de vie physiquement actif. Donc, d'autres opportunités, ça peut être du transport actif. Donc, est-ce qu'on se rend au travail à pied ou à vélo? Est-ce qu'on bouge dans la journée? Est-ce qu'on monte des escaliers et on en descend? Puis, ça vient aussi à nous amener à réfléchir à la sédentarité. Donc, il y a le fait d'être actif avec une intensité variable. On peut faire une très grande intensité notre jogging, puis monter les escaliers, intensité modérée s'il y a 8 étages, comme au CIUS. Ou on peut être en intensité légère parce qu'on va à la photocopieuse puis on revient à pied. On ne se fait pas rouler sur notre chaise. Là. Il y a différents niveaux d'intensité. Mais il y a aussi l'impact de la sédentarité. Si on passe 8 heures assis devant notre écran, puis qu'on ne bouge pas dans tout ce temps-là prolongé pendant 8 heures, bien, ça a aussi des impacts sur la santé. Donc, il faut aussi penser à l'activité physique dans toutes ces nuances-là et cette complexité-là. C'est un peu un sujet qu'on abordait ensemble, le fait justement au travail de trouver des façons d'être actif aussi. Donc, ça s'intègre dans ces habitudes de vie-là. Là. Oui, vraiment. Puis je pense que, en tout cas, pour moi, là, la solution à intégrer l'activité physique dans mon quotidien, c'est sûr que ça a été le transport actif. C'est pas possible pour tout le monde, mais quand on habite à proximité de notre lieu de travail, ce qui est quand même la majorité là, des gens dans la région ici, ils habitent assez près de leur lieu de travail. Mais il y a vraiment des gains à utiliser le vélo, la marche, même pour une courte partie du déplacement. On peut se stationner plus loin puis marcher 1 kilomètre après ça pour aller au travail. Puis ça a vraiment beaucoup de valeur. Après ça, dans le cadre de notre travail au quotidien, bien, on peut faire des pauses actives. On peut faire, pour les gens qui ont un travail administratif, il peut y avoir des réunions actives. Des fois, on est dans une réunion de brainstorm, là. Et quoi de mieux que d'aller marcher dehors pour brainstormer, puis après ça, on revient, puis on a plein d'idées. Ça ne diminue pas la qualité du travail, mais ça nous fait gagner au niveau de réduire notre sédentarité dans la journée.
C'est tellement vrai. Puis je me souviens, ça a été un choc pour moi, Catherine. Tu faisais une présentation au comité de direction, puis tu m'as fait réaliser que même si je faisais mon jogging chaque matin, le fait que je sois condamnée un peu à un travail administratif, d'être assis 8, 9, 10 heures par jour, j'étais quand même considérée comme sédentaire alors que je me considérais comme sportive, comme active. Donc, ça fait réfléchir sur le simple fait de faire quelques pas. Des fois, c'est pas obligé, j'imagine, d'être 10-15 minutes de marche entre 2 rencontres parce que ça, c'est pas nécessairement réaliste pour tout le monde. Vraiment. Puis, je pense que c'est ça aussi l'apprentissage qu'on a à continuer de faire en santé publique. Là, c'est qu'on veut être rigoureux, on regarde la science, puis on fait des recommandations basées sur la science. Mais la science, elle ne nous donne pas nécessairement de c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est notre jugement humain qui regarde ça puis qui dit, ben voici ce qu'il faut accomplir, voici c'est quoi notre objectif. Mais dans une idée de saines habitudes de vie globales puis de mode de vie physiquement actif, oui, il y a des choses démontrées dans la littérature, des objectifs à atteindre. Mais globalement, pour la majorité des gens dans la population, le but, c'est de s'améliorer un petit peu dans chaque volet. Donc, de faire un peu plus d'activité physique intense, faire un petit peu plus d'activité physique à légère intensité, mais régulièrement dans sa vie, puis d'être moins sédentaire. Fait que de travailler un petit peu sur tous ces volets-là pour changer graduellement, puis adopter aussi des moyens qui sont durables dans le temps, là, pas cette semaine, là, je vais en faire, là, puis ça va vraiment bien aller, puis toutes mes pauses, je vais les prendre, là, puis c'est pas durable dans le temps, il n'y a pas de gain à long terme. Il faut changer notre mode de vie. C'est vraiment un changement de mentalité, plutôt que de dire, il faut que j'atteigne des objectifs. Ces changements-là s'inscrivent, oui, nous, là, on peut décider demain de mettre en place des nouvelles activités, mais j'imagine que c'est important aussi, dès le plus jeune âge, d'amener nos enfants, par exemple, à intégrer ces habitudes-là. Oui, c'est sûr que la petite enfance, c'est un moment déterminant là, pour les habitudes de vie, à la fois parce que l'environnement familial a tellement d'influence sur les préférences, les habitudes. Un enfant qui, par exemple, a découvert plusieurs aliments dans sa petite enfance va être plus porté à avoir une alimentation variée par la suite. Donc, on veut vraiment inculquer ces habitudes-là le plus tôt possible. C'est sûr que c'est un grand défi, hein, parce que avoir des enfants de très jeune âge, ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de temps, d'espace mental pour réfléchir à intégrer tout ça. Je confirme. Oui, puis tu sais, ça vient avec toute la pression aussi de la société dans la parentalité parfaite, mais au niveau de la parentalité, comme des saines habitudes de vie pour les adultes et les aînés, viser la perfection, c'est pas ça qui va nous mettre en santé. Au contraire, il peut y avoir des impacts négatifs au niveau de notre santé mentale, vouloir être dans le contrôle, vouloir atteindre des objectifs irréalistes, se comparer constamment. Ça aussi, ça peut avoir des impacts négatifs. Fait que je pense que de viser un certain équilibre où, tant pour nos enfants que pour nous-mêmes, on se dit, bien, il faut inculquer des bonnes valeurs dans des principes simples, revenir vers des activités naturelles, de jouer dehors, de passer du temps ensemble, de bien manger, de cuisiner, de ne pas exposer nos enfants, oui, à certaines substances en particulier. Ça, il y a des choses spécifiques, comme par exemple, on souhaite que dans les familles, il y ait le moins d'exposition au tabagisme. Ça, on ne reviendra pas en arrière sur cette recommandation-là. Mais au niveau de l'alimentation puis de l'activité physique, on peut être plus nuancé puis avoir des objectifs plus réalistes pour toute la famille. Je me demandais, Catherine, est-ce qu'il y a une corrélation directe entre les habitudes de vie et le niveau de santé global? Est-ce que le fait que je m'alimente bien, que je fasse suffisamment de sport va avoir un impact direct sur ma santé, ma propension à être en santé? C'est sûr que les habitudes de vie ont énormément d'impact sur la santé, puis tu sais, globalement. À l'époque, dans les années 70, on parlait d'environ 50 % de la santé des gens qui est déterminée par leurs habitudes de vie. Quand même. Oui, il n'y a pas eu de quantification là, que j'ai vue récemment c'est sûr que le contexte a changé, fait que sûrement que ces chiffres-là peuvent être modulés un peu, mais je pense que ça reste intéressant de penser à un 50 %. Après ça, par contre, les habitudes de vie, c'est pas juste ce que les gens font. C'est aussi le contexte dans lequel ils sont capables ou non de faire ces choix-là. Donc, quand on travaille sur les habitudes de vie, c'est pas juste de dire aux gens quoi faire, mais nous, d'un point de vue de santé publique, c'est aussi de changer les environnements physiques, économiques, le contexte social, la norme sociale qui font que les gens sont capables de prendre des décisions qui sont favorables aux saines habitudes de vie. Mais c'est important quand même de savoir qu'il y a autant d'impact. Puis, quand on lit dans les journaux des messages de cliniciens, il y a souvent ce commentaire-là de si les patients mangeaient mieux, si les patients faisaient plus d'activité physique, à quel point ça pourrait améliorer leur état de santé général. Puis ils ont raison.
Moi, je suis surprise du 50 %. C'est majeur quand même. On a quand même un gros impact sur notre santé potentiellement. C'est quoi les autres paramètres qui viennent influencer? C'est l'environnement génétique? Oui, il y a la génétique qui généralement est attribuée à 15 % là, de notre santé. Donc, souvent, on met beaucoup d'emphase sur la génétique, 15 %? mais c'est juste 15 % OK. Donc, la majorité des maladies qu'on voit dans les sociétés industrialisées d'aujourd'hui, ce sont des maladies chroniques, donc maladies qu'on dit non transmissibles dans notre jargon. Donc, le diabète, cholestérol. Exact, diabète de type 2, le cholestérol, les maladies cardiaques. Ça, ce sont des maladies qui sont fortement influencées par l'alimentation, l'activité physique, le sommeil. Donc, ce sont vraiment des maladies liées à nos habitudes de vie. Puis, c'est pas juste nos habitudes de vie, nous, comme personnes. Ça, c'est tellement important de le comprendre. C'est tout un mode de vie qui a changé. Un mode de vie qui s'est centré autour des déplacements en voiture, qui s'est... le travail est beaucoup moins actif qu'il l'était. On a moins de temps dans notre journée aussi pour pouvoir combiner. Il y a une offre alimentaire qui est de faible qualité, qui est vraiment disponible et attrayante. Donc, c'est sûr que c'est tout ce mode de vie-là a changé. Donc, c'est tout ça qui rentre dans ce 50 % d'habitude de vie. Je pense que l'accès aussi à un médecin ou des services de santé viennent jouer également. Oui, sur, ça joue également. Les pourcentages là, d'impact varient, mais c'est à peu près autour de 25 %. OK. Donc, c'est sûr que quand on a besoin de soins, ça nous apparaît comme étant la chose la plus importante, puis avec raison. Je veux dire, au moment où on est rendu là, on a besoin de vraiment soit une chirurgie, on a besoin d'être pris en charge, d'être accompagné, on a besoin de traiter un problème de santé. Oui, c'est une part très importante au niveau de la santé. Mais quand on regarde au niveau de la population au complet, puis tout le développement de la maladie, finalement, l'accès aux soins et services, c'est à la fin du continuum quand on tombe malade. Mais le développement de la maladie, ça se passe sur plusieurs années, surtout dans le contexte des maladies non transmissibles qui sont encore plus liées aux habitudes de vie. On parle des facteurs. Chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comment ça va, nos habitudes de vie, par rapport au portrait de santé de notre population? C'est sûr qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a certaines particularités. Par exemple, on consomme beaucoup plus là, de substances comme l'alcool, le tabac, le vapotage, tant chez les jeunes que chez les adultes. Donc ça, c'est quand même un constat important puis qui perdure dans le temps, puis qui reste une préoccupation pour nous. Donc ça, c'est un premier constat qui se distingue du reste du Québec. Ça, c'est pas un mythe, là. C'est pas un mythe. Vous avez des données qui démontrent. Oui, Okay. Tout à fait. On a des données tant chez les jeunes que chez les adultes, là, en particulier pour l'attrait du vapotage. Dans les dernières années, là, on est une région qui a scoré. Là. Donc, il y a vraiment, c'est pas juste des choses historiques ou des choses qu'on répète là, d'année en année que, oui, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on boit beaucoup d'alcool. Puis, on le sait que ça se dit, ce genre d'affaires-là. Mais on l'a déjà entendu. Oui, puis en fait, c'est basé sur des données. Puis c'est vraiment vrai qu'on boit plus d'alcool, mais aussi pour d'autres substances, comme pour le vapotage. On a vraiment plus important que dans le reste du Québec pour nos jeunes en particulier. Sait-on pourquoi? Est-ce qu'il y a des pistes d'explication? Ou... C'est difficile là, de comprendre exactement. C'est sûr que comme c'est un phénomène historique, on pense qu'il y a une grande influence de la norme sociale. Donc, le fait que chez nous, par exemple... boire de l'alcool, c'est vu comme un passage obligé ou quelque chose que c'est normal de faire à l'adolescence. C'est sûr que ça influence. Puis quand on passe ça de génération en génération, ça fait que le comportement ne change pas nécessairement dans le temps. Puis on le voit, nous, quand on fait des présentations du portrait de santé, des fois, on présente à des partenaires ou à du public qui vont nous refléter que c'est pas si pire que ça ou c'est pas si grave, finalement. Donc, c'est sûr que ça peut jouer. Puis comme c'est un phénomène historique, j'aurais tendance à penser que c'est une part importante, mais j'ai vraiment pas la réponse à toutes les questions. Moi aussi, je me pose la question, pourquoi chez nous, il y a tel espace ou un tel attrait là, pour la consommation de substances? Puis, concernant l'activité physique, ça ressemble à quoi, notre portrait de santé? Est-ce qu'on bouge suffisamment? En fait, pour l'activité physique, on n'est pas tellement différent du Québec, mais on n'est pas... on n'est pas des champions en général au Québec. On pourrait vraiment bouger davantage. Donc, c'est sûr qu'on mesure là, notre niveau d'activité physique avec des critères là, qui sont chiffrés, là, qui sont basés sur des recommandations, mais globalement, on pense que la population pourrait bouger beaucoup plus. Chez les jeunes filles ont tendance à bouger beaucoup moins que les jeunes garçons. Donc, on a quand même encore du travail à faire aussi au niveau des jeunes filles parce que c'est
à l'adolescence, c'est un moment important où on développe nos habiletés. Puis c'est pas juste pour bouger, c'est développer des habiletés motrices aussi, puis le sentiment de satisfaction, de réussite. Il y a plein de compétences chez les jeunes qui sont développées à travers l'activité physique. Donc, on veut utiliser l'activité physique pour à la fois démontrer aux jeunes que ça a un sens, qu'on se sent bien quand on en fait, puis qu'on peut être fier de nous, puis qu'on peut avoir des habiletés motrices qui font en sorte qu'on est capable d'adopter plein de nouvelles activités dans le futur. Puis là, ben, comme adulte, on peut continuer à diversifier nos activités puis en faire, peu importe notre contexte de vie, là. Parce que tu parlais d'écran tout à l'heure, est-ce qu'on voit un impact entre l'utilisation des écrans puis l'activité physique chez nos jeunes? Certainement que les écrans sont un facteur qu'il faut prendre en considération. Les écrans ont un impact sur la santé de plein de façons différentes. Donc, on parle de l'impact plus direct sur la santé physique comme la lumière bleue, la façon dont on s'assoit, le mal de dos, le fait de rester très sédentaire. Ça, c'est un des impacts. Après ça, il y a l'impact de qu'est-ce qu'on voit dans les écrans. Donc, si on regarde un film en famille, ça n'a pas le même impact que si on est sur les réseaux sociaux à scroller puis à regarder du contenu en cascade qui va tellement vite puis qui est là pour vraiment stimuler notre attention. Et si on regarde du contenu en plus qui n'est pas approprié pour notre âge ou du contenu dont on ne voudrait pas faire la promotion, on sait qu'il y a énormément de contenu pornographique, de violence, mais ça a un autre niveau d'impact. Puis ensuite, un peu comme tu posais la question en lien avec l'activité physique, il y a l'enjeu de remplacement d'activité. Quand on est sur les écrans, on ne fait pas autre chose. Donc, on ne fait pas nécessairement d'activité physique, on n'est pas dans des activités non sédentaires, on n'est pas là à développer nos habiletés motrices de bricolage ou artistiques. Puis cet impact-là des écrans, il est vraiment important. Est-ce qu'on est capable de le quantifier sur l'activité physique? Pas tout à fait, parce que c'est un phénomène graduel. Donc, les écrans sont arrivés, les réseaux sociaux ont amplifié. C'est pour ça que je sépare écran de réseaux sociaux. Il y a des phénomènes différents. Puis, en même temps, ça faisait aussi plusieurs années qu'on voyait une diminution au niveau de l'activité physique dans la population. Donc, qu'est-ce qui est le chat et la souris? C'est un phénomène qui est interrelié, c'est sûr. Mais au niveau de la responsabilité des écrans sur la diminution de l'activité physique, je ne serais pas prête à dire que c'est ça. Mais il faut travailler en réfléchissant le problème des deux côtés. Il faut absolument prendre les écrans en considération. Tu as piqué ma curiosité avec les écrans bleus, la lumière. Peux-tu nous en parler davantage? C'est quoi l'effet de cette lumière-là sur notre sommeil ou sur notre corps? Exact. C'est vraiment sur le sommeil, là, que ça a beaucoup d'impact. Donc, on recommande vraiment de ne pas regarder des écrans 2 heures avant de se coucher. Puis c'est ça qui est recommandé. 2 heures? 2 heures avant. Donc, qui d'entre vous ferme son cellulaire devant votre coucher? Il y aurait de l'amélioration ici aussi. C'est super difficile parce que, par exemple, moi, j'ai un jeune bébé, là, puis je ne veux pas utiliser mon cellulaire devant mon bébé. Fait que mon moment pour pouvoir me mettre à jour, lire le journal, regarder des nouvelles, écrire des messages aux amis, bien, c'est après que je le couche. Puis moi, je ne veux pas me coucher si tard. Garder l'actualité au lit avant de s'endormir, c'est un classique, ça. Oui, vraiment. Fait que oui, c'est important de le savoir quand même que l'effet de l'écran bleu a un impact sur le sommeil. Puis c'est pour ça qu'on recommande de ne pas regarder d'écran avant de se coucher. Sait-on précisément c'est quoi l'impact sur le sommeil? C'est des micro-réveils, c'est un sommeil plus agité, une difficulté d'endormissement? Oui, je pourrais pas dire. Oui, c'est bien décrit tous les mécanismes là, pour y arriver, mais c'est vrai que de mon côté, je pourrais pas vous dire exactement là, c'est quoi les différentes façons que ça influence. J'ai vraiment retenu que la lumière bleue, ça a un impact sur le sommeil. Puis c'est de ça qu'on parle le plus là, quand nous, on fait des interventions de santé publique, particulièrement auprès des jeunes. C'est vraiment qu'ils fassent une association entre la lumière qu'ils voient et l'impact sur leur sommeil. Là. C'est très concret pour eux. Puis c'est intéressant parce qu'on a fait un projet dans le Haut-du-Lac avec des écoles. Justement, on questionnait les jeunes sur c'était quoi les habitudes de vie qui les préoccupaient le plus, puis sur quoi ils voulaient qu'on travaille. Puis de façon surprenante, le sommeil est revenu de façon très importante. Chez les jeunes? Chez les jeunes. Ouais. Moi, je m'attendais à, je sais pas, l'alimentation, la consommation. Mais non, c'est le sommeil. Parce qu'ils ont vraiment de la difficulté justement à concilier avec les écrans. Ils reconnaissent l'impact sur leur sommeil. Puis, on sait aussi qu'il y a plusieurs jeunes qui rapportent privilégier l'activité physique sur le sommeil. Donc, pour les jeunes qui en font, après ça, ils ont de la difficulté à concilier le temps parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Donc, s'ils veulent faire de l'activité physique, qu'ils vont, par exemple, dans un programme
particuliers au secondaire, donc ils font beaucoup d'heures d'autobus pour y aller puis revenir. Après ça, ils arrivent chez eux, ils doivent manger. Bien, combien de temps ils restent? Après ça, ils prennent un peu de temps sur leurs écrans, généralement. Puis là, bien, ça retarde l'heure d'aller se coucher. Fait que c'est souvent le sommeil qui est comprimé. Puis ils ne savent pas trop comment s'en sortir sans couper sur d'autres activités qui sont importantes pour eux. On parle du sommeil, ça me fait penser, est-ce que l'activité physique a un impact sur le sommeil? Puis je m'explique. Moi, j'ai souvent l'impression que si je fais mon sport trop tard dans la journée, ça va m'empêcher de dormir, ça me stimule. Est-ce que c'est une fausse croyance ou ça peut arriver pour vrai? Non, ça peut arriver pour vrai. Okay. Donc, aussi dans les recommandations qu'on donne là, au niveau de la qualité du sommeil, ça prend un certain moment tampon entre la fin de l'activité physique puis la période de sommeil. Donc, si on fait de l'activité physique juste avant de se coucher, c'est vrai que ça donne de l'énergie. Par contre, faire de l'activité physique dans la journée, ça améliore globalement la qualité du sommeil. Ce moment de tampon-là, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures? Il me semble qu'on parle aussi d'un 2 heures, là, mais ça peut varier selon les sources. Puis, il y a environ 2 heures, ouais. On sait que... Puis le type d'activité aussi, là, parce que si tu fais un yoga calme versus un jogging, ça n'aura pas le même impact, assurément. Là. C'est sûr, effectivement. Je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a une interrelation entre les habitudes de vie? Souvent, on a l'impression qu'on crée une synergie. On se met à s'entraîner, on est dans un bon cycle, hop, tout d'un coup, on mange mieux, on dort mieux. Est-ce que c'est une impression où il y a vraiment une interrelation puis une synergie naturelle qui se crée? C'est une bonne question parce que en termes de mouvement sur 24 heures, par exemple, c'est sûr qu'il y a une interrelation en termes de disponibilité du temps, là, dans le sens que si on met beaucoup de temps pour l'activité physique, comme je mentionnais, bien, peut-être ça peut... On peut être... Si on met l'activité physique au bon moment dans la journée, on peut avoir une meilleure qualité du sommeil. C'est sûr aussi que quand on se sent bien, quand on fait de l'activité physique, quand ça génère quand même des endorphines, l'activité physique, ça fait du bien, on se sent mieux, bien, on a le goût d'en faire davantage. Donc, ça peut nous mettre dans une routine positive où on se sent mieux, justement, puis on est capable, on a plus d'énergie, on se sent bien, on dort mieux. Donc, ça, il peut y avoir certainement une interrelation. Après, est-ce qu'il y a un lien avec la saine alimentation? Je sais pas. C'est une bonne question. Peut-être parce que quand on prend des décisions, c'est comme un peu les résolutions du jour de l'an. Quand on prend des résolutions, on s'intéresse à ça. Puis si on prend les résolutions de faire de l'activité physique pour se sentir mieux, mais peut-être que naturellement, on va avoir tendance à lire sur une alimentation saine, vouloir changer notre alimentation. Peut-être aussi qu'il y a des aliments qu'on va manger puis qui vont faire en sorte qu'on se dit hey, ça me donne de l'énergie que j'ai besoin. Exact. Fait que là, on va identifier aussi qu'est-ce qui nous fait du bien comme personne. Donc, oui, peut-être qu'il y a une interrelation, mais je dirais plus que c'est social ou c'est contextuel, plutôt que d'être vraiment lié au fait que il y a quelque chose qui se passe dans notre corps qui fait qu'on a le goût de manger mieux. Je pense que c'est plus lié, c'est ça, au contexte. Je comprends. Est-ce que notre environnement, les gens qu'on côtoie de façon journalière, a un impact direct sur nos habitudes de vie, nos comportements? Ou... Oui, c'est sûr que l'environnement social a beaucoup d'impact, mais ça joue sur nos connaissances en général. Si notre cercle social parle de connaissances positives, intéressantes sur la saine alimentation, mais on va apprendre des choses naturellement. Donc, c'est sûr qu'il y a l'effet de bulle en plus, là, maintenant avec les réseaux sociaux. Si on est dans une bulle qui parle d'informations intéressantes au niveau de l'alimentation, ça joue sur les connaissances. Ça peut jouer sur les compétences aussi. Si on a un environnement familial où il est naturel de cuisiner, où on le fait régulièrement, bien, on est exposé à ça. Donc, on apprend des choses dans notre contexte familial. Ou si on est dans un cercle social qui cuisine beaucoup, bien, peut-être que nos soirées entre amis, c'est de cuisiner ensemble. Bien, on développe nos compétences. Ça peut jouer aussi. Ça peut jouer sur notre confiance. Quand on connaît les choses, on se sent plus confiant pour adopter des nouveaux comportements. Donc, c'est sûr que l'environnement a beaucoup d'impact. Puis, je dirais qu'une période clé où est-ce que l'environnement social est critique, c'est vraiment à l'adolescence. On sait là, que c'est la période de transition où l'environnement familial a un peu moins d'impact, puis l'environnement social, les amis ont beaucoup d'impact à cette période-là. Donc, d'être dans un cercle social où on fait la promotion des saines habitudes de vie des gens actifs, des jeunes qui jouent ensemble, par exemple, dans une équipe sportive, des jeunes qui aiment aller cuisiner, des familles qui vont cueillir des fruits l'été. Ça, c'est sûr que ce cercle-là peut beaucoup nous influencer là, à l'adolescence. Je comprends. Comme médecin de santé publique, s'il y avait un élément ou deux sur lequel tu pourrais avoir action, porter action pour améliorer de façon générale les habitudes de vie de notre population, ce serait lesquels? C'est sûr que mon rêve, ce serait qu'on... Bien, c'est sûr, au niveau de la population, là, on ne parle pas des personnes,
Mais au niveau de la population, ce serait qu'on redéfinisse complètement comment sont dessinées nos villes. Parce que pour moi, il faut que ce soit naturel et simple de pouvoir adopter des saines habitudes de vie. Il faut que ce soit facile d'aller au travail en vélo, intuitif. Il faut il faut que les aménagements soient sécuritaires. Il ne faut pas qu'on se pose la question, c'est-tu mieux que je fasse de l'activité physique pour aller travailler versus le risque de me faire frapper par une voiture? C'est sûr que ça ne fait pas de sens. Pour moi, il faut que tout notre environnement soit favorable aux saines habitudes de vie. Il faut que les supermarchés mettent de l'avant des produits sains et non pas que ce soit en rentrant des chips, des bonbons, des boissons sucrées, alors que la valeur nutritive de ces aliments-là est faible. Puis il faut que ce soit des aliments qu'on consomme de façon assez exceptionnelle. Si on les met de l'avant, puis c'est ça qu'on fait la promotion, c'est pas facile pour les personnes de prendre des décisions qui sont bonnes pour leur santé. Donc, tout ça, c'est essentiel. Je pense aussi que la réduction des inégalités sociales, donc réduire les écarts de revenus entre les différents groupes de la population, c'est une grande priorité pour que les gens puissent prendre des décisions positives qui sont cohérentes avec des saines habitudes de vie. Parce que quand on n'a pas les moyens financiers, quand on a le stress d'arriver à la fin du mois, quand on doit décider entre est-ce que je m'achète un vélo ou est-ce que j'achète des aliments sains, est-ce que je donne des aliments sains à mon enfant, mais moi, je me prive comme parent, c'est sûr que ce n'est pas un contexte favorable. C'est une grande partie de la population qui est préoccupée d'avoir assez d'argent pour boucler ses fins de mois puis être capable de nourrir ses enfants adéquatement. Fait que ça, c'est non négligeable. C'est sûr que c'est deux grands changements de société qui, pour moi, sont essentiels. Après, bon, demain matin, je n'arriverai pas à changer les villes puis réduire les écarts de revenus comme ça, même si ça fait partie du grand projet de santé publique. C'est de l'ambition. C'est de l'ambition, exact. Ce ne sera pas demain. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des changements qui sont plus accessibles pour les personnes aussi. Il y a des choses que les gens peuvent faire puis qui peuvent changer, des petits pas qui font une différence. Il ne faut pas non plus négliger l'impact que ça peut avoir. C'est vraiment intéressant. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que je vais absolument discuter avec toi aujourd'hui, la notion de la performance, la culture de la performance, la donnée, l'accessibilité de la donnée. De plus en plus, on est branché sur une montre qui nous précise le nombre de pas qu'on effectue. Je peux avoir mon VO2 max en faisant ma course. Il y a même maintenant la Oura Ring, je ne me trompe pas, qui vient vraiment décortiquer ton sommeil, tes cycles de sommeil. Est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que c'est une avancée qui est positive pour notre population d'avoir accès à autant de données, d'informations, où il y a un point de rupture, ça peut devenir plus nocif que bénéfique? Je pense que tout est dans la relation qu'on a avec ces données-là. Puis comme société, c'est sûr que comme on est dans une société de performance, bien, le fait de vouloir se comparer, c'est pas toujours positif pour la santé des gens. De toujours rechercher à faire plus. Des fois, on peut dépasser nos limites parce que d'autres personnes l'ont fait, puis pas se respecter là-dedans. Ou on peut avoir des objectifs irréalistes qui nous amènent à vouloir être dans une notion de contrôle ou, dans le fond, ça devient presque une obsession. Puis on le sait qu'il y a certaines personnes qui sont dans ce rapport-là à l'activité physique ou à l'alimentation. Donc, je pense que c'est pas nécessairement mauvais en soi. Comme toute autre technologie, c'est pas nécessairement mauvais. Il peut y avoir des côtés positifs. Ça peut être un motivateur, ça peut être encourageant, ça peut être le fun aussi de partager avec d'autres personnes c'est quoi nos performances, de le faire en groupe. Je pense que ça, il ne faut pas non plus démoniser la technologie. Mais vraiment, c'est notre rapport à la technologie qu'il faut réfléchir. Puis c'est comme tout, il faut développer un regard critique. Est-ce que ça nous fait du bien ou est-ce que ça nous obsède que de regarder ces données-là? Puis est-ce que ça m'aide à prendre des meilleures décisions pour moi ou bien est-ce que ça me rentre dans un cycle néfaste où je tasse tout le reste puis je focus seulement sur ce que je vais manger? Catherine, 10 000 pas par jour, est-ce que c'est réaliste? Bien, justement, dans la presse, ils ont sorti une étude comme quoi l'objectif de 10 000 pas par jour... Non, je vais reformuler parce que cette étude-là, ils l'ont sortie dans un journal scientifique, mais je l'ai lu dans la presse, dans les médias là, hier. Puis que l'objectif de 10 000 pas par jour, c'était vraiment un objectif de marketing basé sur une campagne d'un podomètre japonais. J'ai trouvé ça fantastique de savoir ça parce que ça nous ramène à avoir un regard critique sur qu'est-ce qui est promu par les médias sociaux, quel message il passe. Donc, 10 000 pas par jour, ça n'a pas de valeur scientifique comme objectif. Donc, ça, en partant, je trouve que c'est super intéressant. Donc, ce qui aurait une valeur scientifique, c'est un objectif de 7 000 pas par jour qui a été comme identifié dans l'étude, qui est déjà plus réaliste que 10 000 pas par jour pour la majorité des personnes.
Mais j'ai adoré la conclusion des chercheurs qui disaient que c'est pas parce que 17 000 pas par jour est identifié comme un point gagnant, là, où est-ce qu'on a vraiment plus de gains, puis qu'après 7 000 pas, ben, les gains tendent à se moduler puis à être un petit peu moins importants, qu'il faut viser 7 000 pas par jour. En fait, ce qu'on devrait viser, c'est une augmentation de notre nombre de pas de façon réaliste par rapport à ce qu'on fait déjà. Si on fait déjà 10 000 pas par jour, l'objectif, c'est pas de revenir à 7 000. Il faut maintenir notre niveau d'activité physique. Mais si on fait 2 000 pas par jour, est-ce que 7 000 pas, c'est réaliste? Je pense que c'est pas réaliste. L'objectif, c'est plus de monter à 3 000, à 4 000 graduellement. Exactement. Puis ça revient à l'idée du mouvement sur 24 heures. Est-ce qu'on peut bouger plus en général, globalement, dans notre journée? Est-ce qu'on peut réfléchir à des stratégies pour intégrer plus de mouvement dans notre vie et protéger notre temps de sommeil? Donc, juste des grands principes généraux comme ça pour réussir à améliorer notre bilan global, si on veut, d'activité physique. Je pense que c'est plus sain. C'est ce genre de message-là qu'on devrait promouvoir plutôt que de donner des recettes faciles avec des chiffres, des objectifs qui ne sont pas adaptés à toutes les personnes. Puis on se rappelle que tu as beau faire ton 10 000 pas en te levant le matin, si tu ne fais pas un pas dans la journée, c'est pas nécessairement mieux par la suite. Là. Non, exactement. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'activité physique intensive, de l'activité physique légère, puis briser le cycle de la sédentarité. Exactement. Il faut que ce soit réparti, puis il faut qu'on bouge dans notre journée. C'est qu'on est une société qui ne bouge plus dans notre façon de fonctionner. On n'a plus de mouvement dans nos déplacements, on n'a plus de mouvement dans notre travail. C'est sûr que ça peut être très, très incapacitant quand on regarde notre 24 heures globale. Donc, de se fixer, de bouger un peu plus plutôt que de s'arrêter à des données. Quoique, j'imagine que c'est humain aussi de vouloir se raccrocher à des données et des recommandations. Oui. Là. Mais si pour nous, notre objectif, on sait qu'on bouge 30 minutes par jour d'intensité légère ou qu'on fait 5 000 pas par jour, bien, c'est sûr que de se donner un objectif d'aller jusqu'à 7 000, ça va être motivant et encourageant. Mais une des choses qui est importante aussi, c'est de pouvoir maintenir cet objectif-là dans le temps. Je veux dire, les résolutions du jour de l'an, combien de monde réussissent à les remplir durablement? Ça dure quelques mois. Les inscriptions au gym au mois de janvier là, sont genre dans le plafond. C'est souvent après la période de vacances que je m'inscris au gym. C'est ça, deux moments cruciaux dans l'année là, où les résolutions... Puis là, après ça, ben, les gyms, ils voient bien là, que l'achalandage diminue progressivement. Là. Puis, mais les inscriptions sont faites, c'est correct. Exactement. Pour eux, de leur point de vue, c'est correct. De mon point de vue, c'est pas mal un échec là, en termes de... adopter un bon comportement. On parle de standards. Je ne sais pas si c'est une perception, mais souvent, quand je regarde sur les médias sociaux, les influenceurs, entre autres, je vois les gens qui vont se spécialiser dans l'alimentation, les habitudes de vie, le sport. Je trouve que des fois, ça peut être un modèle qui est décourageant pour nos jeunes parce qu'il est irréaliste. Je regarde, tu vois les gens avec des standards super élevés, du sport de façon ultra rigide, disciplinée, puis je me dis... Quand on est au travail, qu'on a des enfants, une famille, que la routine nous rattrape, c'est pas toujours réaliste. Ça peut être décourageant pour nos jeunes, nos adolescents, de suivre ces figures-là qui, bon, on s'entend, on fait la promotion du sport puis des éléments qui sont somme toute positifs, mais la barre est tellement haute que ça peut devenir un peu décourageant, non? Ben, je suis tout à fait d'accord. Puis dans les influenceurs ou les personnalités publiques qui vont en faire la promotion, il y a toute une variété de façon d'en parler. Donc, il y a certains qui vont être très lichés, là, qui vont présenter que les côtés positifs, comme si c'était facile, avec l'atteinte de résultats en continu. C'est sûr que ces modèles-là, irréalistes, ça peut être vraiment très décourageant. Par contre, il y a des gens qui sont très honnêtes aussi dans leur façon de présenter leur rapport à l'activité physique, par exemple. Ils vont montrer les moments où c'est plus difficile, ils vont expliquer pourquoi ils n'ont pas été capables d'atteindre leur objectif, Ça, je pense que ça peut être des modèles quand même positifs, où est-ce qu'ils démontrent que oui, on peut vouloir faire de l'activité physique, on peut l'intégrer dans son quotidien, mais il y a des journées où ça ne marche pas, il y a des journées où c'est plus difficile, puis ça, c'est la vraie vie. Exact. Et je pense que ça, il faut en parler. Il faut que les jeunes sachent que même si tu as des hauts standards, puis tu es admiré par beaucoup de personnes, tu peux avoir des moments de vulnérabilité puis de défi. Pour que ce soit durable, j'imagine qu'il faut avoir une pensée relativement flexible par rapport aux habitudes de vie, puis se mettre des paramètres, des objectifs qui sont réalistes, pas se faire violence en tombant dans la culpabilité parce qu'une journée,
le travail ou la vie familiale a fait en sorte que c'était impossible d'aller au gym. Vraiment. Puis je trouve que des fois, c'est difficile, ça, parce qu'on est exposé tellement à de l'information, puis souvent à des modèles qui performent, que des fois, il faut s'arrêter puis se le rappeler. Je trouve ça difficile, parfois, de ne pas tomber dans cette culpabilité-là, de ne pas avoir fait assez ou de pouvoir être meilleur ou de pouvoir manger mieux. Oui, puis je pense que comme représentante de la santé publique, on a aussi notre part de responsabilité là-dedans, d'avoir promu des messages très rigides, avec des objectifs très précis, comme si c'était le Saint Graal à atteindre, puis que tout le reste comptait pas. Bien, on contribue aussi à cette culture de performance-là, mais je pense qu'on change, nous, puis je pense qu'on voit la société différemment, la norme sociale, on en voit les impacts négatifs. Puis on veut pas tomber dans un rapport de culpabilité. En plus que, justement, notre pouvoir par rapport à nos décisions sur les saines habitudes de vie est quand même limité par rapport à notre environnement. Là. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Fait que de se sentir coupable, de ne pas avoir été capable de faire de l'activité physique dans notre journée quand on a été obligé de faire des heures supplémentaires au travail, bien, ça n'apporte rien de positif à personne. Je pense que oui, effectivement, c'est très difficile. Il faut tout le temps se reposer la question. Il faut rester critique par rapport à ça. Puis peut-être qu'un petit peu moins d'exposition aux réseaux sociaux, à Instagram, à TikTok, ça peut nous faire du bien aussi. Puis ça, c'est une bonne leçon. Il y a un site qui s'appelle Pause qui fait plein de recommandations, de suggestions, de trucs pour réussir à diminuer son temps d'écran puis augmenter la qualité des moments qu'on passe avec les écrans. On appelle ça une utilisation plus équilibrée des écrans. Puis là-dedans, bien, ils ont plein de trucs pour dire bien, comment est-ce que je peux faire pour m'assurer qu'à un moment donné, je ferme mon téléphone ou je ferme mon exposition, puis j'en reviens à ce qui, moi, me fait du bien, puis qu'est-ce qui est important pour moi, et non pas toujours être en comparaison puis en atteinte de résultats irréalistes. Tellement intéressant. Catherine, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui n'a pas l'impression d'avoir des bonnes habitudes de façon générale, mais qui a la volonté de se prendre en main puis d'avoir un impact positif sur sa santé globale ici maintenant, avec des objectifs réalistes? Là. 2-3 petits trucs, là, par où commencer? Bien, je pense que d'abord, identifier des objectifs réalistes, c'est vraiment la base. D'être capable d'avoir un regard critique sur sa propre vie puis de se dire qu'est-ce qui, pour moi, peut être atteignable. Ça, c'est vraiment important. Puis aussi, peut-être de choisir une habitude de vie à la fois. Si on a vraiment un objectif d'arrêter de fumer, bien, il faut s'y dédier, se donner des objectifs, progresser, tenter de tout changer en même temps en voulant intégrer l'activité physique, la saine alimentation, arrêter de fumer. Ça peut être beaucoup de changements, puis ça peut être plus difficile de les intégrer durablement. C'est aussi que ça ne nous donne pas nécessairement la confiance. Je pense que d'atteindre nos objectifs, un à la fois, des objectifs atteignables, ça peut nous donner la confiance, après ça, d'être un peu plus ambitieux, d'augmenter notre objectif ou d'en avoir un autre sur une autre habitude de vie qu'on aimerait changer. Intéressant. Docteur Catherine Abel, merci d'avoir été avec nous. C'était super intéressant. On t'aurait gardé avec nous pour l'avant-midi à discuter. Merci pour ton intelligence, ta vitalité d'esprit, pour ta disponibilité. Merci pour tout. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup.